belle intervention, on a bien lancé notre lise. Et puis cet après-midi, on va continuer avec trois nouvelles conférences et une intervention. 4 nouvelles conférences, pardon, et une intervention. Et puis on va commencer tout de suite avec une présentation de Dimitri, Rémi et Charles qui vont parler de la permaculture. Alors évidemment, on remarque que le taux de pollution dans les métropoles augmente. Et puis mes trois camarades vont vous expliquer comment on peut réduire ce taux de pollution dans nos assiettes. Donc bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous avez bien mangé. Donc merci d'être présent aujourd'hui dans le cadre de notre présentation de conférence sur la permaculture. Donc je vais tout de suite faire un petit point à ce qu'est la permaculture. Donc ça consiste en la création d'un écosystème de faune et de flore. Donc durant cette présentation, nous allons parler de comment réduire la pollution de nos assiettes dans une smart city, parce que nous savons qu'aujourd'hui, pour nos concitoyens de France, c'est important de savoir d'où proviennent les produits, et via le Nutri-Score aussi qui a été créé il y a quelques temps par les différents créateurs de produits. Donc c'est grâce à ces différents points que nous avons choisi cette problématique. Donc merci. Alors pour cette conférence, je vais être en compagnie de Rémi Vancan, à ma droite, qui est dans l'option Data Science, et Charles Leleu, qui est en option de cybersécurité, et moi-même, Dimitri Bessard, en option cybersécurité. Donc durant cette présentation, nous allons présenter différents points. Donc la Smart City, donc qu'est-ce qu'une Smart City, les gens de la Smart City. Après ensuite, Charles va nous parler de l'urbanisation, donc son évolution, des différents chiffres. À la suite de ça, nous allons avoir Rémi qui va nous parler de la pollution, donc les différents types de pollution. Ensuite, les solutions existantes, donc ce qui existe à l'heure d'aujourd'hui pour pallier à la production, à la pollution. Et enfin, notre proposition de solution à la problématique. Enfin, une conclusion et la partie questions. Donc tout d'abord, la Smart City. Qu'est-ce qu'une Smart City? C'est une ville composée de l'IoT, donc l'Internet of Things. Donc c'est une technologie consistant à intégrer des capteurs ou des outils de pilotage à un objet pour qu'il puisse collecter des données à distance via un réseau numérique. Donc, comme on peut voir sur l'image, il y a différents thèmes un peu à aborder durant cette conférence, mais nous on va plus se centrer sur le Smart Environment. Donc tout d'abord, il y a deux familles de capteurs. Donc il y a les capteurs purs, donc qui mesurent les données en temps réel. Donc la pollution de l'air, par exemple. Donc il y avait un exemple à Arras, il y avait pas loin du commissariat, il y avait un panneau qui indiquait à la journée, aujourd'hui il fait un indice de 4 sur 10. Donc on pouvait savoir à peu près par jour si la ville était plutôt en bonne santé ou non. Donc tout ce qui est la météo, la circulation dans la rue, le bruit, le taux d'humidité, l'usure d'un équipement afin d'optimiser sa maintenance et toujours d'avoir en avance des données pour éviter la perte de données. Et enfin, les piloter à distance. Donc là, tout ce qui est éclairage intelligent, donc ça va permettre d'avoir, par exemple, si nous sommes avec un groupe de personnes, l'éclairage va plus se mettre à la lumière plutôt que mettre la musique. Problème de son. 4. Ça va être bon? Alors, concernant les données, donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma, les données, c'est au cœur de la Smart City parce que les habitants ont un impact très important dans la Smart City. Ils vont participer à la relève des données, donc par le biais d'applications dédiées pour mettre en place leurs avis, ce qui va être le cas dans différentes villes, donc que je vais vous citer. Ensuite, il y a la puissance politique, donc là, pareil, c'est celle qui va ouvrir. C'est celle qui va permettre de publier les données. Publier les données pour permettre d'avoir une vue d'ensemble et de les utiliser. Et enfin, les villes. Donc, ils vont pouvoir récolter les mesures et agencer comme ils veulent un peu leur ville afin d'améliorer la qualité de leur recyclage ou leurs installations des eaux en électricité. Donc, concernant les big data, il y a
il y a 7 top des usages qui sont utilisés. Donc en sécurité, il y a des villes en Amérique, par exemple, qui l'utilisent pour pallier à la criminalité. Donc ils savent à peu près dans le passé où il y a eu à peu près des soucis. Donc ils arrivent un peu à intervenir dans le cadre d'une possible intimidation ou de la possibilité de persuasion d'éviter la criminalité. Donc la planification urbaine, c'est tout ce qui consiste à anticiper la création de bâtiments et d'éviter ou bien la surcharge de bâtiments. Le sport, donc là ça va, comme un exemple, c'était au JO de Londres 2012. Donc ils ont utilisé la Big Data pour essayer de fluidifier le trafic. Donc ça permettait de ne pas être en retard aux différentes épreuves ou de regarder, parce que sinon les touristes ils vont pas être trop d'accord ou trop contents. L'épreuve du temps, bon donc là c'était c'est pour les bateaux qui restent un peu viables dans le temps, donc voir s'ils sont toujours aux normes, etc. Donc Internet, ça va nous permettre d'amener différentes entreprises à des endroits bien précis, parce que s'il n'y a pas de haut débit pour une entreprise, je pense pas qu'elle va venir rejoindre notre Smart City ou cet endroit géographique. Des dépenses efficaces, pareil, c'est utilisé parce que, par exemple, quand on jardin, c'est des dépenses un peu anodines, donc on va regarder si ça vaut vraiment le coup de le faire, de refaire un peu tailler les arbres ou bien de tout faire d'un coup, bien calculer quand le faire. Et une durabilité, pareil, c'est pour avoir les bâtiments dans le temps, regarder les normes. Quels sont les bénéfices de la Smart City? Donc, tout d'abord, environnementaux. Donc, parce que par le recyclage, par les différents impacts via les polluants, qui vont être cités par Rémi, par le transport, par la limitation des différents transports, parce qu'on va éviter d'avoir une personne par voiture, on va essayer de faire du covoiturage, ou essayer de créer des moyens de locomotion plus autonomes. Et l'urbanisation, donc essayer de créer des structures vivables et qui va permettre d'accueillir plus de monde, mais sans ressentir le regroupement de personnes. Donc les enjeux de la Smart City. Donc ça va être de mieux gérer les ressources et la mobilité grâce à une utilisation accrue d'éthique, donc c'est techniques informatiques et communicantes. Donc en ayant plus de communication, mieux adapté, mieux durable dans le temps, de préserver l'environnement en réduisant son impact, inclure des citoyens au cœur des aménagements et des décisions. Donc c'est que l'homme doit être en accord avec la ville. Donc Smart City et développement durable, ils ont des enjeux identiques. Donc une ville intelligente se veut durable de par son objectif premier, la qualité de vie dans tous les milieux urbains. On peut le voir sur le petit schéma à gauche. Donc il y a le cercle social, environnement et économique, et trouver le juste milieu entre tous les différents cercles pour trouver un environnement vivable, viable, équitable et durable. Donc il y a quelques exemples de Smart City dans le monde. Donc par exemple, il y a Montréal qui a mis en place une boîte à idées électronique. Donc c'est par exemple les gens, au fil de la semaine, ils peuvent dire s'ils sont heureux, ils ont été contents de la ville, un peu ce qui s'est passé. En Espagne, il y a Singapour pour les poubelles connectées pour l'optimisation du ramassage des déchets. Donc ça va permettre d'éviter que les camions soit passent trop tard ou trop tôt. Ça va permettre de savoir si les déchets restent pas dans la rue, que ce soit pas, qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur ou qu'il y ait des rats, ça amène des animaux pas adaptés. Et Barcelone, il y a des feux de signalisation avec capteurs émetteurs sonores. Donc là, ça va permettre de voir la circulation, d'anticiper, fluidifier. Et là, dans le top 1 des Smart Cities, c'est Singapour parce qu'ils ont mis en place donc la sécurité, la surveillance de leur qualité d'air et du trafic. Donc en fait, ils ont bien géré en ce qui concerne la gestion des voitures, parce qu'ils ont mis en place une limite de voitures sur la ville. Et après, c'est payant par jour en fonction des gens qui roulent. Donc c'est à voir. Ça, je sais pas si c'est un bon point ou pas, mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner là-bas comme ils sont très nombreux. Donc concernant l'avenir des Smart Cities, donc c'est une perpétuelle évolution partout dans le monde. Alors partout dans le monde, il faut faire attention parce que c'est extrêmement cher de mettre en place une Smart City. Donc il faut voir avec les pays du tiers-monde si ça va être possible. Peut-être dans quelques années, ce sera possible si tout le monde un peu y met du sien. Peut-être oui, peut-être non. Ça c'est un débat. Donc des installations de technologie de plus en plus performantes, optimisées, donc pour avoir des données bien plus précises ou avoir un plus grand encore nombre de données sur plusieurs thèmes encore bien plus grands. Et les citoyens qui seront acteurs principaux de la baisse de pollution grâce à les enjeux de la Smart City. Et il faut les inclure dans la prise de décision, bien sûr, qui sont impactés. Donc je vais laisser la parole à Charles qui va vous parler de l'urbanisation.
On s'excuse des problèmes techniques, c'est les aléas du direct. Allô, allô? C'est bon? Voilà, Ok. merci. Donc je reprends du coup ce que je disais. Donc je vais vous parler de l'urbanisation. Donc je répète du coup. Le terme urbanisation, c'est quelque chose qui désigne le phénomène historique de transformation de la société qui se manifeste par une concentration croissante de la population dans des agglomérations urbaines. C'est un peu un mouvement historique qui a permis justement à la société d'évoluer, donc de définir comme l'augmentation du nombre d'habitants en ville par rapport à l'ensemble de la population. Donc c'est donc un processus de développement des villes et de concentration des populations dans ces dernières années, et ça ne fait qu'évoluer. Le processus spatio-temporel, donc de l'urbanisation, se fait de différentes manières dans différents pays et dans différentes villes, bien sûr. Donc l'urbanisation peut déjà se faire sur des nouvelles villes, mais peut également se faire sur des villes déjà existantes. Donc c'est-à-dire que généralement, dans des territoires jugés attrayants, on aura plus de densité de population, donc l'urbanisation sera plus grande. Au niveau de l'évolution de l'urbanisation et des chiffres, donc comme on peut le voir avec le petit schéma juste à gauche, en 1900, on peut voir que là, la population était moindre et que en 2018, là pour le fait, la carte parle d'elle-même. On voit vraiment une différence de population et une urbanisation énorme qui s'est faite entre ces années. Et donc actuellement, comme vous pouvez le lire, on a actuellement un peu plus de 7,8 milliards sur Terre. Donc il y a de plus en plus de personnes, de plus en plus d'urbanisation, de plus en plus de grandes villes surtout. Et pourquoi une urbanisation aussi grande? Bah, tout simplement parce que les personnes, différentes raisons, donc des raisons culturelles, des raisons au niveau professionnel, vont préférer se rapprocher des villes pour cause de simplicité, de transport, et pour l'instant laisse un peu de côté les milieux ruraux qui ne sont pas forcément énormément de côté parce que ça revient également. Beaucoup de personnes ont des exodes rurales également pour mieux vivre parce que l'air est bien plus pur. Donc, comme Rémi vous en discutera juste après avec la pollution. Et donc une petite estimation, on va dire, de la population mondiale, donc entre 2050 et 2100, on peut voir que on sera environ à 11,2 milliards, ce qui est extrêmement beaucoup. Mais ça, comme je l'ai dit juste avant, ça ne fera qu'augmenter et l'urbanisation se fera toujours au cours des années et de plus en plus vite. Donc, différence entre urbanisme et urbanisation. Donc, l'urbanisme, c'est l'art de construire. Donc, c'est quelque chose qui va transformer, aménager les villes et au mieux à la commodité. Donc, suivant des règles, bien sûr, d'esthétique et d'hygiène. Et donc, en tant que discipline et domaine professionnel, l'urbanisme recouvre l'étude de phénomènes urbains, donc l'action d'urbanisation, justement, et l'organisation de la ville et dans ses territoires. Donc ce projet peut être sous-tendu par une volonté d'assurer le bien, bien sûr, de l'homme et d'améliorer les rapports sociaux en préservant l'environnement. Au contraire, l'urbanisation, c'est l'action d'urbaniser, donc ça veut dire de favoriser, de promouvoir et d'augmenter les croissances des villes par la transformation de l'espace rural en espace urbain. Donc là, c'est la construction de nouveaux bâtiments, l'amélioration des conditions de vie, la création de parcs pour essayer de remettre justement dans les smart cities des espaces verts pour les personnes, repurifier l'air. Et donc, ça désigne aussi le phénomène historique de transformation de la société, comme j'ai dit juste avant, qui amène encore une concentration croissante de la population dans des agglomérations urbaines. Donc l'impact de l'urbanisation sur nos villes est très grande. Donc forcément, qui dit urbanisation dit forcément impact sur l'environnement. Et pourquoi? Tout simplement par l'activité de la population. Donc que ce soit déplacement, consommation, déchets, tout ça, ça joue énormément sur l'urbanisation. Donc de ce fait, différents facteurs engendrent une fragilisation de notre espace commun. Fragilisation des sols, donc pollution de l'air, pollution sonore et bien plus. L'urbanisation, donc c'est un phénomène actuel qui est vraiment important, puisqu'il concerne plus de la moitié de la population depuis 2018 et concernera d'ici 2050 près de 70% de la population. Donc cela en fait un sujet en plus de plus en plus difficilement détachable du développement, puisque la pollution est de plus en plus grande, vu au nombre de personnes dans les villes. Donc comme on peut le constater avec différents chiffres et différentes informations, l'urbanisation excessive donc, a des effets néfastes et qui impliquent des risques pour l'humain et pour l'environnement. Et les terres retirées, comme vous pouvez le voir, de l'agriculture sont généralement les terres les plus fertiles. Donc on enlève les terres les plus fertiles qui nous permettent justement la production. Il y a des personnes justement qui travaillent les terres agricoles de produire, sauf que malheureusement, avec l'expansion des villes et l'urbanisation croissante, ces petits terrains commencent à disparaître et se font de plus en plus
on va dire, prendre par l'urbanisation et l'accroissement des villes. Donc ainsi, on estime que l'équivalent d'un département français est artificialisé de 5 à 6 ans, pardon, de sorte à ce que 8 à 9% de la surface va disparaître d'ici 2060 et on va vraiment avoir une urbanisation grandissante et moins d'espaces ruraux. Hop là. Donc je passe la parole à Rémi qui va vous parler de la pollution. J'ai déjà t'en dit prie. quelques mots, Ah. merci beaucoup. Donc nous avons parlé de Smart City et d'urbanisme dans les parties précédentes. Maintenant, intéressons-nous à la pollution. Oh là, elle fonctionne pas, désolé. Voilà, tout va bien. Alors, en effet, le mot pollution est un mot assez fréquent et sujet à débat. Nous entendons ce mot partout aux informations dans les journaux ou à l'école pour les jeunes. Mais qu'est-ce que la pollution en fait? La pollution, c'est tout ce qui va altérer votre environnement ou votre santé. Elle existe sous différentes formes, la pollution acoustique, la pollution sonore, la pollution industrielle, pollution atmosphérique, pollution du sol, chimique, pollution de l'eau, génétique et j'en passe. Comme vous pouvez le voir dans ce tableau, il y en a une multitude. Dans notre contexte, nous allons nous intéresser à la pollution atmosphérique. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Quels sont ses impacts? La pollution atmosphérique, qu'est-ce que c'est? C'est l'introduction de substances par l'homme de façon directe ou indirecte dans l'atmosphère et les espaces clos. Ces substances ont des conséquences préjudiciables sur la nature. Excusez-moi. Ces substances ont des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes. Mais qu'est-ce qui va provoquer cette pollution? Ces polluants peuvent être divisés en deux classes, primaires et secondaires. Les polluants primaires concernent toute substance directement rejetée dans l'air par une source identifiée. Ces polluants sont majoritairement liés aux activités humaines. Quelques exemples, le monoxyde d'azote, les métaux lourds et les hydrocarbures. Passons à présent sur les polluants de classe secondaire. Ces polluants ne sont pas rejetés dans l'air, contrairement aux polluants de première classe. Ils se forment à partir de réactions chimiques entre des substances déjà présentes dans l'air, notamment les polluants primaires. Maintenant, quelques exemples. L'ozone et les pluies acides. Nous reviendrons sur cette partie plus tard. Quelle est l'origine de ces polluants? Les origines de ces polluants sont divisées en deux groupes. Tout ce qui fait partie de l'air ambiant et l'autre, l'environnement intérieur. Pour l'air ambiant, il y a les polluants d'origine naturelle, donc les activités orageuses, l'érosion des sols, les volcans, etc. Ensuite, il y a les polluants liés au transport, donc tous les véhicules, les émissions particulières aux véhicules diesel, etc. Nous avons également les polluants liés aux activités domestiques et collectives, soit le chauffage domestique et autres dépenses. Le traitement des espaces verts, etc. Pour finir, les polluants liés aux activités industrielles et agricoles, par exemple les centrales de production électrique, les usines d'incinération ou les raffineries. À présent, passons à l'environnement intérieur. Tout d'abord, les aménagements intérieurs, avec par exemple le mobilier de type aggloméré, en bref, les panneaux de bois, les activités et les habitudes de vie, évidemment, la chose qui fâche, la fumée de tabac, qui est la première source de pollution intérieure. Ensuite, nous avons les énergies domestiques, les moisissures par exemple. Nous avons aussi les bâtiments et les équipements avec les matériaux de construction. Les paramètres de confort avec l'humidité, la température et le renouvellement d'air. Pour finir, l'environnement extérieur avec tout simplement les polluants provenant de diverses origines, par exemple industrielles, l'automobile, etc. Nous en avons fini avec cette longue liste. Nous allons passer à l'analyse de Paris faite par Airparif. Comme nous pouvons le voir, à l'exception de l'ozone, la baisse des niveaux de pollution chronique se poursuit et l'intensité de dépassement des normes se réduit d'année en année. Les recommandations de l'OMS, cependant, sont largement dépassées, notamment pour le PM2.5, pour lesquels il existe un décalage important avec les seuils réglementaires. Pour le dioxyde d'azote, NO2, dans les prochains schémas, les axes les plus chargés, notamment le boulevard périphérique, l'autoroute 1 et d'autres, ont des niveaux moyens toujours près de 2 fois supérieurs à la valeur limite annuelle. Ce bilan n'est pas très rassurant. Essayons d'en comprendre un petit peu mieux. Les pluies acides, on en a parlé dans les polluants, dans les classes, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Donc, comme son nom l'indique, c'est une précipitation anormalement acide. Mais comment elle se forme? C'est une partie du gaz présent dans l'air qui se dilue dans les gouttes de pluie et ensuite produit de l'acide. Son acide est mesurable grâce à son taux de pH. Comme vous pouvez voir dans cette présentation, le pH qui est égal à 7 et équivaut à neutre. Le pH en dessous, donc inférieur à 7, est considéré comme acide. Le pH supérieur à 7 est basique. Et une pluie acide est considérée à partir d'un pH inférieur à 5. L'acidité de pluie impacte tout ce qu'elle touche. Les forêts, les sols, l'eau, les animaux, les bâtiments, et encore la liste est longue. Voyons en présent les impacts de la pollution atmosphérique. Les impacts de la pollution atmosphérique se fait partout, comme nous avons vu. Aujourd'hui, sur cette slide, on va s'intéresser à la végétation. Donc, comme vous le savez, les végétaux sont fixés au sol et donc ils sont en première ligne face à cette pollution. Mais comment elle se forme? En fait, la pénétration des polluants dans les plantes se fait essentiellement par l'intermédiaire des feuilles. Mais il peut aussi exister une légère pénétration par les tiges et le tronc. Il faut savoir que dans les plantes, la pollution atmosphérique entraîne des changements qualitatifs et quantitatifs des métabolites primaires et secondaires. On observe souvent une augmentation des concentrations en acides aminés, en protéines solubles et en sucre dans les feuilles. On considère aujourd'hui que 90% des pertes de rendement liées à la pollution atmosphérique dans le monde végétal proviennent de l'ozone. Passons à présent à l'impact sur la santé. L'impact de la pollution atmosphérique sur les végétaux des écosystèmes naturels peut avoir des conséquences directes pour l'homme et sa santé, essentiellement suite à la consommation des produits végétaux contaminés de ces écosystèmes, champignons, baies, fruits, etc. Mais ce sont des impacts de la pollution atmosphérique sur les végétaux des écosystèmes anthropisés ou agrosystèmes, résumés dans ce tableau, comme vous le voyez sur cette diapositive, qui vont concerner le plus directement l'homme et sa santé, via la contamination de nombreuses chaînes alimentaires, malheureusement. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, l'ozone et les métaux lourds peuvent engendrer plusieurs choses. La perte de rendement, mais aussi la contamination des chaînes alimentaires, comme nous avons vu tout à l'heure. En d'autres termes, vous les côtoyez dans votre belle assiette, n'est-ce pas inquiétant? La pollution peut avoir également des effets néfastes sans passer par l'assiette. En effet, l'inhalation de particules peut toucher différents points, les poumons, le cœur, le sang et autres, comme vous pouvez le constater sur ce schéma. Oula, excusez-moi. Mais la vraie question, c'est comment pouvons-nous réduire cette pollution dans nos assiettes? Donc je laisse la parole à Charles pour la présentation des solutions existantes. Merci bien. Alors, je ne sais pas si nous sommes accompagnés dans le chat par des personnes qui ont la main verte ou non, mais aujourd'hui, donc différents types de techniques existent. Donc, telles que, comme on peut le voir ici, couvrir le sol de mulch pour préserver l'humidité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de simple qu'on peut faire partout. Pour information, le mulch, qu'est-ce que c'est? C'est des genres de copeaux qu'on peut mettre, peu importe de matière végétale, que ce soit des végétaux, des récupérations, des excréments d'animaux, enfin tout ce qu'on peut prendre et qui peut servir pour préserver la terre. Donc récupérer et recycler les eaux de pluie et de ruissellement. Forcément, donc les eaux de pluie, au bout d'un moment, ruissellent parce que forcément elles tombent sur le sol. Et quand elles ruissellent dans des milieux un peu comme les forêts ou autres espaces verts, c'est rempli de nutrition et de nutritifs pour les végétations. Donc les végétations se servent de ça pour grandir. Rapprocher et associer les plantes susceptibles d'interagir positivement entre elles, c'est-à-dire que certaines plantes vont pouvoir s'associer entre guillemets à leur propre croissance. Donc c'est-à-dire qu'elles vont s'aider mutuellement pour se nourrir et ainsi pousser plus rapidement et cultiver différents types de plantes sur des plus petits espaces pour favoriser justement la pousse rapide. Donc quelques techniques. Donc ici on peut voir donc l'hydroponie. Donc l'hydroponie, qu'est-ce que c'est? Ou culture hydroponique. Donc ça vient du grec, on va faire un petit peu de cours d'histoire. Ça vient du grec donc ponos, donc le travail ou l'effort, et de udor, donc l'eau. Donc c'est la culture des plantes réalisée par des substrats neutres,
et du coup inertes, donc de type sable, des billes d'argile, de la laine de roche, on peut avoir aussi de la fibre de coco, plusieurs choses qui peuvent servir à l'évolution de la plante. Donc ces substrats donc, sont régulièrement irrigués d'un courant de solution donc, qui apporte des sels minéraux et des nutriments essentiels à la plante. Donc pas directement dans le sol, mais bien sûr dans l'eau. Donc la culture hydroponique, elle est très présente en horticulture et surtout dans la culture forcée de certains légumes sous serre. Donc cette technique, elle est développée pour aboutir aujourd'hui à l'aéroponie ou encore à l'aquaponie qu'on verra juste après. Donc qui est utilisée sur les systèmes hydroponiques et ses variantes. Donc elle permet d'accélérer le processus de maturation donc des plantes, des fruits, des légumes, à un rythme donc du coup métérémaral plus rapide et permet plusieurs récoltes par an, donc forcément une production plus accrue tout en gardant un produit frais et sain. Donc petite parenthèse, je ne sais pas si vous connaissez donc la ferme Nemo qui est aujourd'hui quelque chose qui a été développé et qui s'inspire de l'hydroponie. Donc c'est une ferme qui se situe sous l'eau, donc directement située sous la mer. Donc là, à chaque fois, une personne doit aller donc vérifier sous l'eau les plantes qui peuvent donc pousser naturellement grâce aux poissons. On va le voir juste après, grâce à l'aquaponie. C'est en quelque sorte une solution alternative à l'aquaponie qui est encore bien plus naturelle. Et donc, comme je vous l'ai dit, donc l'aquaponie, c'est pareil. C'est quoi? C'est un système qui est muni de la culture de plantes et l'élevage de poissons. Ça relie deux choses. Donc les plantes sont parfois cultivées avec des billes d'argile, comme on a pu le voir juste avant, mais elles peuvent être également irriguées par des circuits fermés d'eau qui proviennent des aquariums où sont élevés des poissons. Pourquoi? Parce que les poissons, avec leur excrément, et oui, vont nourrir les plantes, vont leur permettre une croissance accrue. Donc des bactéries aérobies qui vont se situer dans les substrats vont être transformées en ammoniac et on va avoir les déjections de poissons du coup en nutriments, donc nitrates notamment, directement assimilables pour la végétation. Donc l'eau purifiée retourne ensuite dans l'aquarium et c'est comme ça qu'on crée un cycle pour que l'autonomie des plantes puisse se faire et que la plante puisse grandir correctement. Donc il s'agit d'un écosystème, donc on va créer un écosystème ici dans lequel intervient 3 types d'organismes vivants donc dans un cycle écologique. Donc les poissons, comme vous pouvez le voir, donc avec les déjections, les riches d'azote, le phosphore, le potassium sont la source principale des nutriments pour les plantes qui justement sont alimentés par eux et permettent en outre d'enrichir le milieu sous forme d'engrais. Ces bactéries, donc aérobiques, qui transforment les matières organiques, donc celles du poisson, vont être les principales nutritions des plantes. Mais également, la terre va filtrer donc ces nutriments pour nourrir les plantes et l'humidité conservée va retourner dans l'aquarium et va créer ainsi un écosystème qui va permettre la vie des poissons et également l'accroissement des plantes. Et donc les plantes cultivées, du coup, épurent l'eau de l'aquarium, comme je l'ai dit juste avant, avec leur symbiote bactérienne, et elles vont se servir de nutriments sous forme de minéraux pour croître. Donc les avantages d'une culture hydroponique, donc les légumes poussent 2 à 3 fois plus vite qu'un jardin classique. Les végétaux et les poissons produits sont d'une qualité nutritive exceptionnelle. Les densités de culture donc, permises sont plus importantes qu'en culture classique. Une économie forcément entre 90 et 95% d'eau, vu que c'est un système qui recycle l'humidité et l'eau. Et donc tous les 6 à 8 mois, possibilité de manger du poisson et de renouveler le parc de l'aquarium. Donc comme on peut le voir ici, en Europe, l'aquaponie subit un énorme retard malheureusement, donc d'ici environ 25 à 25 ans, sur l'Australie, l'Amérique, le Canada et le Japon. L'aquaponie, c'est quoi? Comme on l'a dit, c'est l'hydroponie mélangée à l'aquaculture. Donc, même si ces deux méthodes utilisent principalement l'eau comme ressource majeure, elles n'ont pas forcément des effets identiques. Donc, c'est-à-dire que on va prendre ici donc l'aquaponie, qui a une vitesse de démarrage d'environ 1 mois pour permettre au système de se prospérer, alors que l'hydroponie peut se faire plus rapidement, parce qu'il faut l'accroissement des poissons et ainsi du coup un renouvellement du système. Suite à ça, la présence des bactéries, donc des bactéries obligatoires pour l'aquaponie, donc des bonnes bactéries pour la croissance de la plante. L'hydroponie, c'est stérile. C'est-à-dire que les bactéries viennent directement du flux injecté par le substrat. Donc les coûts des nutriments, donc la nourriture de poisson, donc relativement abordable, ont une possibilité d'utiliser même des insectes. En hydroponie, c'est des nutriments chimiques très coûteux, donc qui vont être directement injectés dans le substrat, qui vont permettre l'accroissement des plantes. Le cycle pour un système aquaponique, donc les inondations sont effectuées
toutes les 45 minutes pour une durée de 15 minutes. Et pour l'hydroponie, donc, le cycle d'inondation et de vidange des cultures est généralement fait entre 6 et 8 heures. Donc l'entretien, bien sûr, pour l'aquaponie, il y a la vérification donc, du taux d'ammoniac et du niveau de pH, et donc du coup plus espacé les niveaux de nitrate, parce que forcément, oui, il faut faire attention au niveau de pH dans l'eau pour les poissons et pour leur bonne production. Donc, et pour l'hydroponie, examiner la conductivité électrique au minimum une fois par jour. La production, donc les deux sont très rentables, sauf que pour l'aquaponie, ce sera bien plus rapide et bien plus efficace en un cycle. Et en plus, on peut se permettre de faire deux choses en même temps, donc les poissons et les légumes. Par contre, pour l'hydroponie, malheureusement, ce sera un peu plus long, mais on a toujours un rendu accru et très rentable. Et au niveau de l'écosystème, donc on a un écosystème naturel qui fonctionnera aussi plus longtemps que les pompes marcheront avec succès sans intervention humaine pour l'aquaponie parce que c'est un système autonome. Et pour l'hydroponie, donc un environnement artificiel qui sera créé par l'homme, mais qui ne pourra pas suivre toutes ces interventions, parce que forcément, l'homme va devoir injecter à chaque fois des nutriments, et donc ce n'est pas forcément un système complètement autonome. Donc, pour la prochaine partie, je vais repasser la parole à Rémi, donc qui va nous Merci. proposer la solution. Donc, après toute cette liste de notions, de présentation, d'état de l'art, on va quand même rentrer dans le vif du sujet avec notre proposition. Donc, l'aquaponie, est-ce que elle fait partie de l'agriculture du futur finalement? Parce qu'on peut se poser cette question. Donc, premièrement, premier avantage, elle est bio au sens organique du terme. Finalement, elle n'a pas ce label, mais elle n'a ni besoin d'engrais ni de pesticides, ce qui est un élément clé quand même en termes de santé. Le mode de culture est idéal en zone urbaine et périurbaine, comme nous avons vu avec l'urbanisation, autant vers la multiplication de villes. Aussi, le nombre de personnes augmente, les immeubles aussi, la place se réduit aussi. On a une alimentation saine et locale, qui est très important. On va pouvoir manger du poisson aussi, comme Charles vous l'a présenté juste avant, des fruits, des légumes organiques. On n'a pas besoin d'engrais, comme on l'a dit avec le bio. C'est une culture ludique, bah oui, parce que même avec vos enfants, vous pourrez leur expliquer, leur apprendre, c'est pas très dur. Et finalement, c'est très agréable à regarder. On a un développement croissant qui va créer des métiers de demain. On va avoir besoin de jardiniers qui sont formés dans ce domaine. On va pouvoir monter des infrastructures qui vont permettre de produire en masse pour éviter les pesticides et les engrais qui sont finalement inutiles en voyant cette technique. Et voilà, elle ne sera pas soumise à la pollution de l'eau ni de l'air, car elle peut être réalisée en intérieur et donc filtrée et finalement sous lumière permanente. Donc on a parlé de poissons, mais on peut pas mettre n'importe quoi dedans. Donc voici ce petit tableau un peu récapitulatif. Donc on a premièrement le tilapia qui va être consommable, très important quand même. Ses avantages, une croissance rapide, parce que comme on l'a vu, ça prend du temps mettre un système aquaponique. Bon, le temps est quand même nuançable. Un mois, on est quand même rapide, mais c'est comparé à une hydroponie, voilà. Ça sera plus rapide. Donc, il peut résister à des conditions d'eau très mauvaises, comme on l'a vu. Ce système peut être autonome, donc potentiellement peut avoir une qualité d'eau qui va varier et finalement, comme on n'a pas trop besoin d'entretien, ce poisson-là est très flexible, disons. On a la tête, donc qui est consommable, qui est idéal pour pour 1, 2, 3. Il est idéal pour les températures fraîches, donc entre 10 et 20 degrés. Il a un taux de croissance très rapide, d'excellents taux de conversion alimentaire, ça c'est très important. Bon, le poisson rouge, on l'a mis dans cette liste. Il n'est pas consommable. Il produit beaucoup de déchets si suralimenté. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que finalement, si on le met en tout début de cycle et qu'on le suralimente, il va permettre de réduire le temps d'installation de cette aquaponie. On a la carpe qui est consommable avec une bonne capacité de reproduction. Donc un élevage de poissons qui va être plus gros comparé aux autres et qui sera beaucoup plus rapide. Il va pouvoir s'adapter facilement dans divers environnements. Donc voilà, l'eau, il peut s'adapter comme un peu le tapilia. Pardon, excusez-moi, le tilapia. Ensuite, on a le poisson-chat, la koi.
Shigan à grande bouche. Bon, je vais pas tous les faire. Vous pouvez voir ce tableau. Bon, finalement, notre idée ici, notre proposition, elle n'est pas parfaite, mais c'est notre idée. Donc ici, comme vous pouvez voir, c'est un système aquaponique qui sera design en matériaux recyclés, parce que bon, on va pas augmenter notre empreinte carbone dans un nouveau système. Il va être autonome, monitoré, pédagogique et rentable, ce qui est important. Donc comme vous pouvez voir sur ce schéma, il va être en intérieur. Donc la partie design, nous avons pensé à des immeubles avec des balcons qui intégreront ce système. Donc il sera caché, ne polluera pas la vue, et il va être en constante activation. Je m'explique. En haut de cet immeuble, il aura des énergies positives, comme nous avons vu avec la conférence de Pierre, avec notamment des panneaux solaires, où on peut imaginer autre chose, hein, si les technologies évoluent, comme on tend à une évolution constante, ça peut changer. Donc, à l'intérieur de ce système, on va avoir un éclairage constant, qui va être fourni par les énergies positives. On va avoir un système aquaponique, mais notre système aquaponique va être relié à, aujourd'hui on est tous connectés, et avoir une petite application pour la suivre, c'est sympa. Ça peut apporter une action et aussi une prise de conscience aux utilisateurs, mais aussi être acteur de l'agriculture qu'ils font finalement. Donc, on a parlé d'autonomie, on a besoin de capteurs finalement. Dans une smart city, il y a beaucoup de capteurs comme on a vu ce matin dans les présentations. Donc ici, on a un capteur de température d'eau. Donc voilà, comme son nom l'indique, il va sonder l'eau il va sonder la température de l'environnement humide. Ensuite, on a besoin d'alimenter les poissons, hein. Ils vont pas se manger tout seuls. Donc il va donner la nourriture, hein, tout simplement. On a le capteur d'électroconductivité, donc mesurer la concentration d'ions dans l'environnement. On a le capteur de niveau d'eau, finalement, si ça déborde, on n'est pas bien, hein. Le balcon aura des infiltrations, des dégâts qui vont coûter plusieurs milliers d'euros, et bon, c'est pas très sympa. Ensuite, on a un capteur de pH, donc comme on a vu précédemment, les poissons, ils ont besoin d'un environnement qui soit stable, qui ne subisse pas de stress. Donc on va devoir capter tout ça. Ça, bien sûr, c'est un panel de capteurs, mais on peut en rajouter. Ça, c'est à votre guide. Donc on va devoir le monitorer. Monitorer, c'est d'avoir un contrôle sur son agriculture. Donc ici, nous, on a pensé à cette architecture, bon, très simplifiée, hein. On a les capteurs qui vont envoyer un microcontrôleur. Ce microcontrôleur, voyez-le comme une unité centrale, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Disons que c'est un peu le QG qui va permettre de diriger les ordres et d'actionner certains leviers. Voilà, ce microcontrôleur il va envoyer toutes les données des capteurs dans une base de données. Cette base de données, voyez-le comme un espace de stockage organisé. Voilà, point. Ce stockage de données va être branché avec un cube tabulaire. Le cube tabulaire, en fait, c'est juste une vue qui va être restreinte, donc pas besoin des données superflues, avec des indicateurs donc tels que, je sais pas moi, la consommation électrique, le nombre de poissons, l'évolution de notre agriculture, au final, avoir une vue vidéo sur notre agriculture, plein d'autres paramètres que vous pouvez mesurer la performance en fait. Et ce cube-là, voyez-le comme une multiprise. Disons que si vous voulez ajouter n'importe quelle application de modélisation, donc avoir des rapports, des tableaux de bord, vous pourrez vous brancher dessus. Donc la sécurité est faite, parce qu'on n'aura accès que à ce cube, donc on pourra contrôler ce qu'on montre, et on pourra contrôler on pourra contrôler les entrées et les sorties finalement. Donc dans ce dashboard, ici c'est juste un exemple, hein. C'est pas un rapport fait, tout ça. Donc ici on pourra remarquer donc tout en haut à gauche une caméra sur notre production, et ensuite divers indicateurs. Donc comme vous voyez, ça va être des courbes, des camemberts, des jauges,
tout ce qui va nous permettre, avec un seul passage Dieu, vous pouvez connaître la santé de votre agriculture. Donc ça, c'est vraiment sympa, parce que il y aura pas de dépense de temps, ça va être contrôlable facilement, et, et c'est sympa de contrôler, hein. Ça nous donne un peu d'intérêt dans cette agriculture autonome, finalement. Donc, on a dit aussi que notre solution, elle sera pédagogique. En effet, il y aura une application ludique qui va être disponible sur le marché. Permet d'augmenter la longévité de l'aquaculture, va permettre aux utilisateurs d'apprendre comment les produits sont cultivés, donc la sensibilisation, ce qui est très important aujourd'hui. Les recettes disponibles selon le choix du légume choisi. Ça aussi, on a besoin d'idées quand même, d'avoir une bonne alimentation. Aujourd'hui, c'est dur de manger sain parce que voilà, il faut payer aujourd'hui. C'est très cher de manger sain. Donc, il y a aussi un accompagnement d'utilisateurs sur la pollution atmosphérique et sur la bonne alimentation. Donc, comme je le dis, aujourd'hui, c'est très sensible, c'est très important de sensibiliser notre population, comme on l'a vu avec la sécurité, notamment les mots de passe. Il y a quand même une prise de parole à faire, un accompagnement au changement, un encadrement finalement, hein. Donc les avantages de ça, on va étendre la longévité de la production et une population plus sensibilisée sur ce qu'ils mangent. C'est comme ça qu'on va un peu changer les choses. Au niveau rentabilité quand même, parce que bon, on va investir de l'argent, mais il faut que ça soit rentable quand même. Une rentabilité économique sur la durée. Donc là, 1, 2, 3, l'achat simple de graines et non de légumes, c'est très difficile à dire. L'eau recyclée en quasi-permanence. Ah oui, finalement, c'est un système autonome et les poids très bien le taf. Il va être autosuffisant pour les éclairages, donc comme on l'a vu avec les énergies positives. L'autosuffisance en légumes et en poissons. Donc c'est génial, hein. On est chez soi, on a un élevage de poissons et des légumes. Quoi demander de plus? On a une rentabilité temporelle avec un système autonome, donc pas besoin de trop de contrôler. On peut peut-être rouvrir notre tableau de bord à tout moment pour être alerté. Finalement, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Une satisfaction personnelle, donc un apprentissage, qui est très important d'avoir des connaissances dans la vie quand même. Et on mange sainement et local. C'est un peu quand même le débat d'aujourd'hui, hein. C'est dans toutes les têtes et dans toutes les infos. C'est comme ça. Donc, ici, pour finir, je vais passer la parole à Dimitri qui va conclure sur cette présentation, s'il te plaît. C'est bon? Tout va bien. Ouais, parfait. Donc pour conclure, merci d'abord à Rémi et Charles pour leur présentation très pointue et très technique. Donc on va pouvoir concernant la conclusion, donc la place de la Smart City est très importante dans la pérennité de nos assets, comme vous avez pu le voir par la présentation de Rémi sur la pollution. Donc c'est très important pour les concitoyens d'avoir une qualité d'assets très très bonne. L'urbanisation qui ne cesse de s'expanser, donc comme on l'a cité par l'augmentation des villes et de la population, la création de nouveaux écosystèmes par le biais de la permaculture, donc via notre proposition de aquaponique, donc la création de légumes et en même temps de poissons. On va créer des écosystèmes. Et tout ça va nous permettre de faire un vivre ensemble, permettre de toutes les origines et toutes les personnes qui vont pouvoir un peu utiliser et apprendre, si jamais ils n'ont pas la main verte, d'utiliser cette technique. Donc voilà, en combinant l'agriculture, la pédagogie et le respect, bien sûr, de l'environnement, ce qui est très important. Donc vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, comme par exemple LinkedIn, et nos adresses mail si jamais vous avez d'autres questions à la suite de cette conférence. Donc merci beaucoup en tout cas à Charles et Rémi pour votre présentation, et je laisse place à nos deux commentateurs pour les questions. Merci à vous, messieurs, pour cette présentation sur la permaculture qui était franchement très intéressante. Alors, on a quelques questions dans le chat. La première qui vous demande, est-ce qu'il serait potentiellement possible que dans un futur proche, il y ait de façon récurrente, normale, des pluies acides dues à une pollution menaçante trop présente, que ce soit quelque chose qui se normalise? En tout cas, si on change pas les choses, je pense qu'on va tendre là-dessus. Ça, c'est sûr. Mais au vu des prises de décision par le gouvernement, notamment avec les indicateurs de points carbone, d'empreinte carbone, excusez-moi, notamment des règles par l'OMS, par des organismes qui combattent contre ça, hein, finalement.
je pense qu'on va réduire cela. Oui, et par le biais aussi également des voitures électriques et aussi des aires de covoiturage qui sont de plus en plus répandues pour justement limiter cet effet atmosphérique sur ces pluies acides et sur tout ce que ça peut engendrer par la suite. D'accord, ok, merci. Oui, oui, tout à fait. Si tu peux répéter, ouais. Alors oui, c'est totalement envisageable parce que c'est modulable, un peu comme on veut. Si on veut autant de poissons, autant de légumes, on va pouvoir avoir un plus grand bassin ou un plus petit bassin, donc en fonction de ce qu'on veut et notre consommation aussi de poissons. Si on veut manger beaucoup de poissons, il y a des personnes qui aiment pas le poisson, sont allergiques au poisson, donc c'est totalement possible, si jamais tu veux, faire chez toi ton propre bassin avec, une dizaine de poissons ou si tu as une grande maison et ben, faire une centaine ou 1000 poissons, c'est possible, totalement possible. Après, bien sûr, ce qu'on a montré avec les capteurs, c'est pas, comment dire, c'est juste une solution pour que ça soit autonome. Mais Oui. finalement, tu peux, voilà, t'impliquer dans ton agriculture, vérifier toi-même les taux et tu le fais toi-même. Et la taille de ta production, bah, c'est toi qui la gères, en fait, tout simplement. Voilà. Il y a Alexandre qui demande également, qu'en est-il en fait de ces entretiens quand on a Mhm. L'entretien Matériel et je pense. sanitaire, Ouais. alors ça, on pourra aussi prévoir cet entretien. On parle en termes de coût, en termes de temps, en termes de... selon ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, Il complète avec oui, l'entretien des bassins en fait. Ah, Ce oui, serait ok, compliqué alors ça, il faut s'adapter en fonction des cycles, comme on l'a vu sur le tableau. Euh, Comme on l'a vu sur le tableau Juste ici. récapitulé, Voilà, c'est avec ça. les cycles, notamment, les cycles d'inondation, etc. L'entretien, ben voilà, il faut contrôler les niveaux, mais finalement, avec les poissons, ça va ils vont s'autoréguler en fait. Ça va s'autoréguler en entretien. Et même D'accord. si je peux appuyer, il y a aussi des poissons qui lavent, un peu les vitres en même temps. On a déjà vu dans les aquariums, ceux qui grappillent un peu, Après, il devant des vitres, donc faut faire les bonnes combinaisons pour pas Mmh. que les petits, enfin, il faut pas que les gros mangent Mange les les petits, petits. quoi. C'est ça que la combinaison, Ouais. il faut bien. Oui. Et bien évidemment, au D'accord. niveau sanitaire aussi, il y aura sûrement un changement d'eau au bout d'un moment parce que Mmh. même si c'est un système autonome, au bout d'un moment, l'eau ne va plus être aussi pure qu'elle l'était. Même si c'est recyclé à chaque fois, il faut quand même un changement, histoire de garder une eau saine et propre pour un bon accroissement pour les poissons et pour les plantes également. Oui. faut-il changer l'eau à un moment donné en combien de temps? En fait, normalement, elle va être filtrée par la terre et par les végétaux finalement. Donc elle va toujours conserver cette pureté normalement. Mais finalement, s'il y a d'autres choses qui s'ajoutent, la poussière, autre chose, il faudra quand même porter un renouvellement d'eau, mais qui ne sera pas forcément nécessaire si on entretient bien son environnement où elle est installée, où il est installé, pardon. Voilà. D'accord. Pour compléter la question d'Alexandre qui demandait donc relativement à l'entretien des bassins, il demandait également en termes de coût. Est-ce que c'est un coût élevé de cet entretien? Tout dépend de la taille de l'infrastructure aussi, hein. exactement. Tout dépend du bassin. Si on s'étend sur un entrepôt où on met plein de bassins, bah forcément, voilà, le coût sera élevé, mais potentiellement la production elle pourra être vendue et les poissons pourront être vendus. Donc finalement, on pourra être rentable et ben rester dans ses frais, hein. Pour un particulier, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si on avait une sorte d'aquarium, mais en plus de ça, du coup, au-dessus, un système de production qui est tout à fait naturel. Donc, ça reviendrait à peu près à, on va dire, à l'entretien d'un aquarium, quoi. C'est ça. D'accord. Du coup, une autre question, Aignan qui nous demande, dans un environnement proche, pardon, Oui. est-ce qu'on va se diriger de plus en plus sur des habitations autonomes, que ce soit en eau, en énergie, en traitement des déchets, comme certaines villes le font déjà? Est-ce que vous pensez que
C'est ce qui va arriver prochainement. Bah, je pense que oui, parce que les machines gèrent très bien les choses comparé à nous, parce que des fois on peut avoir des petits caprices, et que potentiellement la machine, elle, est formatée et a des seuils qu'elle doit respecter, et donc va gérer de façon plus performante l'énergie, et va aussi, voilà, la technologie tend à évoluer, donc on va encore découvrir plein de choses. On parlait d'énergie avec les végétaux, on n'en avait pas l'information encore enfin, ce matin, quoi. Donc voilà, la technologie évolue et je pense qu'on va tendre vers voilà, de l'autonomie vis-à-vis des bâtiments et des agricultures, hein. Malheureusement, il y aura de la perte d'emploi, mais il y aura de la création dans d'autres domaines. L'informatique, voilà, des gestions de logistique, etc. L'entretien, la maintenance, par exemple. Exactement. Ouais. Ouais, bon, on voit déjà avec la domotique aussi aujourd'hui, c'est un peu un support à la maison déjà, on fait un peu ce qu'on veut, en étant dans le canapé, on peut éteindre les volets, la lumière, tout se gère tout seul, la ventilation, on peut faire un peu plein de choses. Ah, ça D'accord. Et ensuite, dernière question de Thibaut. Je crois que ton micro a des problèmes. Je suis pas sûr. Ah d'accord. Alors, dernière question, Thibaut qui nous demande: quelle place prendront les cultures dans l'environnement urbain? Est-ce que l'installation, ce sera plutôt personnel ou ce sera des installations publiques? Alors, cette question peut être prise dans les deux sens, de la sorte que on peut faire ça personnellement, comme on peut faire ça, imaginons, sur des nouveaux bâtiments, donc en rejoignant un peu, la solution qui a été présentée juste avant la pause, où là, on lui faisait des toits naturels, tout ça. Pourquoi pas mettre ça sur les toits et faire participer les personnes, justement, de ce bâtiment-là ou des autres personnes à participer à la production, justement, de ce système-là. On peut imaginer une production par ville, au moins on mange local, Mhm. et on fait travailler la ville, hein. On la rend rentable au final, hein. Et Elle c nourrira toute sa ville, elle sera autonome dans sa ville, donc on n'aura pas besoin de voilà, des transports ferroviaires, des transports en camion, des bateaux pour exporter, importer. Ça, c'est très important aussi, hein, attention. et ça peut être vachement éducatif aussi, enfin, pour les enfants, quoi. C'est vrai que c'est un un truc éducatif qui peut les aider également et qui les font participer au développement de la ville également, donc ils ont une part aussi dans ce développement-là. Tout à fait. D'accord. Merci à vous du coup pour votre présentation. Je sais Merci. pas si Merci. ouais. Plaisir. Sinon, je la répète la question peut-être. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Tout va bien? Ok, très bien. En fait, la petite dernière question, c'est que nous, on essaye d'être soucieux, par exemple, du manger bien. Tout à fait. Les termes, assez, enfin, je sais pas comment les qualifier, sans aucune prétention, bio, éco, et ainsi de suite. Je suis pas partisan. Par contre, manger correctement, bien, local, surtout. Vous voyez? Je me dis à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une ville moyenne, on va dire, si on souhaite par exemple éviter, comme vous avez su l'évoquer, le transport, les pollutions au carbone, les pollutions en fait eh ben, qu'en serait-il si jamais on devait en fait imaginer cette notion-là en termes local, c'est-à-dire être complètement autonome de manière locale, quelle serait l'échelle de l'investissement en termes d'infrastructure, voilà, du coût et surtout l'infrastructure en elle-même. Et j'essaie de voir la photo, elle est vachement belle, où il y avait l'arc en fait, voilà, avec là, Non. ouais, c'est- juste après, voilà. Merci. L'autre surtout. Voilà, je trouvais ça vachement esthétique. C'est très Mais, esthétique. C'est vrai. voilà, mais je me dis, mais tiens, à l'échelle, par exemple, moi j'ai envie de manger de la salade pendant une semaine. Voilà, ça va prendre quel type de proportion en termes de bâtiment, en termes d'infrastructure, technique, logistique? Franchement, il Qu'est-ce faut qu'il qu'on faut? faut qu'on se renseigne Oui, sur ce sujet. Donc, on vous a laissé les mails, donc exactement. pourquoi pas nous contacter Ouais, très bien. pour en reparler par Oui. la suite, hein. Mais c'est vrai que c'est intéressant, effectivement, de savoir, parce que bon, tout le monde se pose la question, hein, bien manger, manger local. C'est sûr. Justement, ben, si on peut avoir ces genres de technologies, je dirais Oui. même, de technologies à notre portée, Mhm. sans avoir à se déplacer, avoir du chez soi. Ben, je me lève le matin, je mets la puisette et je prends le ça. poisson. C'est ça, C'est super top, les gars. Donc voilà, c'est ça que je me pose comme question. Tout à Donc fait. l'échelle Très bien. sera intéressant, effectivement, à maîtriser. Ça serait intéressant comme thématique à maîtriser. Ah. En termes local, à l'échelle d'une ville, qu'est-ce que ça peut être en termes d'investissement? Est-ce que les villes doivent s'engager dans ces genres de démarches? Je pense que oui. Ou alors l'État doit le faire, et ainsi de suite. Voilà la question. Un petit Après, c'est les petits pas de certains qui vont faire les grands pas de demain, hein. On est Et après, ça dépend de la zone géographique aussi. Tout à fait. Ça aussi, il faut rentrer en compte dans
Mais ce type d'agriculture peut être faite, par exemple, dans les pays du tiers-monde qui n'ont pas beaucoup d'argent et que finalement, ils peuvent produire des choses sympathiques avec du goût. Parce que bon, l'hydroponie a un inconvénient, c'est que ben, c'est très fade en fait. Alors que l'aquaponie, avec les nutriments apportés par les poissons, vont être savoureux. Je sais qu'à Amsterdam, il y a un restaurant. Oula, j'ai du mal. Un restaurant qui se fournit, c'est une personne qui fait de l'aquaponie. Et enfin, les témoignages des personnes qui ont mangé là-bas ont dit que qu'ils n'ont jamais mangé quelque chose d'aussi savoureux. Donc je pense, que c'est une question à se poser, et une problématique, et pourquoi pas des investissements à faire. Voilà, D'accord. Merci messieurs pour votre présentation. avec plaisir. Il y a Merci. beaucoup de questions. Je pense qu'on va faire une petite pause et on se retrouve après pour la prochaine conférence qui portera sur le fog computing. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci bien.